Il y avait donc bien un plan en préparation pour cet hiver en cas de pic de demande sur le réseau électrique. Mi-juillet, le gouvernement avait pourtant balayé comme ça d'un revers de main une information de Mediapart en ce sens. Eh bien oui, vous risquez de vous retrouver à un moment ou l'autre ponctuellement dans le noir au mois de janvier sans compensation financière, comme c'est pourtant le cas pour les entreprises. Alors ces plans de délestage, on ne sait pas encore où ni quand exactement. Ça va dépendre de la météo, ça va dépendre aussi d'EDF, de sa capacité à faire tourner ces réacteurs nucléaires. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le gouvernement va transmettre au préfet dans la journée des préfets de chaque département une circulaire les invitant à préparer au mieux leur territoire. Ambiance, bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. David Revaud-Dallon est avec nous, chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Et Baptiste Morin, journaliste au service éco d'Europe 1. Baptiste, vous étiez avec nous dans le journal de 8h. Pour ceux qui n'étaient pas là, on redonne un peu les détails de ce qui nous attend là, à partir de début janvier. Les informations de RTE mi-novembre qui nous alertaient étaient donc les bonnes finalement. Oui, RTE qui dit que le risque est accru de délestage au mois de janvier. Ce qu'on apprend dans le projet de circulaire qu'on a pu nous consulter. Vous l'avez sous les yeux, il y a écrit un gros projet dessus d'ailleurs. Exactement, il n'est pas encore définitif. Il va être transmis aujourd'hui donc au préfet. Ce qu'on apprend d'abord, c'est que l'hypothèse, c'est 6 à 10 délestages durant l'hiver. Donc c'est 2 heures de coupure de courant qui seraient sur les pics de consommation, donc plutôt le matin entre 8h et 13h et l'après-midi après le travail entre 17h et 20h. Mais par tranche de 6 millions de personnes à peu près. Voilà. Ouais, le projet parle plutôt de 4 millions de clients simultanément, mais il aurait plutôt tendance évidemment à minimiser. On apprend aussi donc que les écoles seraient fermées dans les zones délestées le matin pour éviter évidemment de se retrouver dans le noir et sans chauffage, que les trains seraient supprimés pour éviter d'être plutôt bloqués au moment où ils sont en pleine vitesse. Plein de choses comme ça. Il est aussi question des feux de signalisation sur les routes. Alors pourtant l'arrêté de 1990 sur les sites prioritaires disait que ces feux-là devaient être préservés. En fait, ça dépendrait de la situation. Si on est en pleine campagne et qu'il y a un feu ou un panneau signalétique, il pourrait être éteint parce qu'il n'y a pas de nécessité qu'il reste allumé. Et Baptiste, vous nous aviez révélé la semaine dernière pour les auditeurs d'Europe 1 que dans les zones coupées, eh bien, le téléphone pourrait l'être également parce que ça marche à l'électricité, forcément une antenne relais, un système électrique, alors qu'avant, précisons, le réseau cuivre, le bon vieux réseau cuivre, il marchait tout seul, il n'y avait pas besoin d'électricité. Et c'est précisé dans la circulaire, sauf exception, la téléphonie mobile et l'Internet ne fonctionneront pas dans les zones privées d'électricité et la reprise électrique peut être perturbée. Ce qu'on disait, les antennes ne redémarrent pas toutes seules. Seules les lignes cuivre avec prise téléphonique fonctionnelle en T seront opérationnelles. Si vous avez la bonne vieille ligne fixe, gardez-la, soyez-en fiers parce qu'elle vous permettra peut-être d'échapper aux coupures de réseau téléphonique. Ah oui, c'est ces lignes cuivre que Orange ne rêve que d'une chose, c'est de vous les supprimer parce que ça lui coûte horriblement cher à entretenir. Mais en tout cas, ça fonctionne sans courant. Dernière précision, c'est que c'est 60% de la population de métropole qui est exposée. Vous avez tous ceux qui ont la chance d'être sur les lignes électriques dites prioritaires, celles qui vont alimenter par exemple une caserne, celles qui vont alimenter un hôpital. Eux, ceux qui sont branchés sur ces lignes-là, échapperont aux coupures. Bon, très intéressant. David Revaud-Dallon, politiquement, ça nous dit quoi ça, cette histoire ? Alors, j'ai envie de citer Lénine, vous savez, qui nous disait que le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Le macronisme, c'est les boucliers tarifaires moins l'électricité. Je plaisante, bien sûr, c'est une boutade. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'évidemment, vous avez raison de dire que c'est une forme de préparation de l'opinion que fait le gouvernement après avoir longtemps caché son jeu au début de l'automne et à la rentrée. Mais il est évident que ça fait des mois que le gouvernement prépare plusieurs scénarios, en expliquant d'ailleurs parfois que ça ne dépend pas du tout de son action, mais d'abord et avant tout du climat, ce qui permet évidemment aux oppositions d'exonérer EDF qui n'y est absolument pour rien. Absolument. Évidemment. En réalité, on le sait, il y a beaucoup d'explications. Il y a le fait que la montée en charge des énergies renouvelables n'est pas au niveau prévu, que vous l'avez dit, EDF, les centrales nucléaires, il y a plus de la moitié des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour des questions de rénovation. Et alors puis, c'est bien un sûr, peu plus que ça, là, je crois. Je crois que c'est 32 sur 60, grosso modo. Non, il y a un certain nombre qui ont repris de l'activité, mais voilà. Mais on est loin de 100%. Et puis, évidemment, il y a la fameuse crise ukrainienne. Donc, je dirais que du point de vue politique et du point de vue de l'opinion, c'est une catastrophe pour le gouvernement parce que il a déployé quand même plus de 50 milliards depuis l'été dernier pour divers boucliers tarifaires énergétiques, gaz, électricité et puis bien sûr carburant. Et on va se retrouver à partir du mois de janvier avec des délestages, vous l'avez dit, qui touchent quand même des millions de personnes. Et vous savez, quoi qu'ait dépensé et déboursé le gouvernement pour alléger les dépenses des ménages, eh bien évidemment,
ça va se retourner contre l'exécutif, puisque même si les gens ont une conscience assez aiguë de ce qui se passe et de la guerre en Ukraine et de la situation énergétique au niveau mondial, évidemment, l'addition sera présentée. On vous coupe le courant à 18h, quand il faut mettre les enfants au bain, il faut faire à manger. Là, la guerre, elle est dans votre salon, là, Charlotte Dornelas. Bah oui, non, mais là, les conséquences sont arrivées, ça c'est sûr. Moi, ce que je retiens surtout dans cette histoire, c'est il y a le constat qui est là, qui est devant nous. Alors, on pourrait dire, si on avait fait ça il y a 20 ans, et il y a 17 ans, et il y a 18 ans, tout ça reste très vrai, que les choses soient claires. Ça reste très vrai, mais c'est assez inopérant là devant la crise. En revanche, ce qui est directement imputable à ce gouvernement, c'est en effet les allées et venues permanents sur toutes les crises. Alors, ce gouvernement n'a pas de chance, on peut dire. Il accumule les crises depuis le début, d'accord. Mais dans la gestion de la crise et dans la communication à destination des Français, c'est systématiquement d'un mois sur l'autre. Ils nous disent mais pas du tout, et puis un mois après oui, en fait si, oui. Et c'est impossible de s'y retrouver. Et par ailleurs, ça sert à rien derrière d'aller faire des lois contre le complotisme, parce que le complotisme, ce qu'on appelle le complotisme désormais, c'est quoi? C'est des gens qui ont une incapacité à faire confiance à une source de vérité reconnue. C'est-à-dire mettre tout le temps en cause la parole qui est donnée par les autorités. Charlotte, vous auriez aimé, est-ce que politiquement ça aurait été responsable pour un gouvernement au début juillet de dire aux Français, mais vous savez, l'hiver prochain, il y a des chances qu'on vous coupe l'électricité s'il fait moins 1? Ça dépend. Si les Français sont considérés comme des enfants de 4 ans et demi, c'est irresponsable parce que ça les regarde pas. Si ce sont des adultes, alors c'est possible de leur dire. Je vois pourquoi c'est plus difficile de le dire en juillet qu'au plein cœur de l'hiver, à 2 semaines du problème. Donc oui, je pense qu'on est en capacité d'entendre la réalité, parce que ça n'est rien de plus que la réalité de ce qui va nous arriver. Et c'est la seule chose, moi, qui m'agace énormément dans cette information. Ouais. Beaucoup plus que l'état de fait, où franchement, la responsabilité, elle est très diluée. Elle existe, mais elle est très diluée. Moi, je vois un potentiel de contentieux aussi, à savoir qu'on rémunère des entreprises qui acceptent, Baptiste Morin, volontairement, qu'on leur coupe l'électricité en disant je suis d'accord pour que vous me le coupiez. En échange, vous me rétribuez. Est-ce qu'il n'y a pas des particuliers qui vont être tentés de demander la même chose? Vous me coupez le courant, payez-moi. C'est possible. Il y a des offres, et d'ailleurs, le gouvernement avait poussé EDF à les mettre bien plus en avant. C'est l'offre Tempo d'EDF. Vous avez 300 jours bleus dans l'année où vous payez à des prix avantageux l'électricité. En contrepartie, les 22 jours de pic de consommation, vous êtes prévus la veille. Et si le jour J, vous arrivez à réduire votre consommation, et bien dans ce cas-là, c'est très avantageux pour vous sur le reste de l'année. Ah oui. On parle d'économiser. Mais c'est une réduction, c'est une économie d'énergie. C'est une économie. On parle d'économiser 17% sur la facture en heure pleine, 9% en heure creuse. Ces clients-là, ils payent moins cher leur électricité. Voilà. Encore une fois, on a parlé des boucliers tarifaires pour les particuliers. Il faut savoir aussi que le gouvernement a dépensé, s'apprête à dépenser aussi 10 milliards, des milliards d'euros 10 milliards pour les entreprises, en direction des entreprises. Je reviens sur ce que disait Charlotte Dornelas sur la gestion de l'opinion. C'est vrai qu'il y a eu une tétanie du gouvernement, à la fois sur ces pénuries d'électricité, mais sur les pénuries énergétiques en général. Souvenez-vous, il y a eu une grande polémique au début du mois de septembre, puisque le gouvernement ne souhaitait pas, en évoquant le risque de pénurie, créer une panique et anticiper ces fameuses prophéties autoréalisatrices. Ça, c'est un choix de communication politique, mais effectivement, il se retrouve aujourd'hui un petit peu coincé. Oui. Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron, il avait quand même dit, je crois, dans sa rentrée politique, que c'était la fin de l'abondance. Alors, on y est clairement. Il parlait d'or. C'était d'électricité, plus exactement. Je dirais une appréciation générale et philosophique, mais effectivement, dans le détail, ça s'avère tout à fait exact. Et l'électricité, à la différence du carburant, ça ne se stocke pas si facilement. Merci à tous les trois. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles, Baptiste Morin, Europe 1. Merci. 8h57. Bonjour.